Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le jour de l'Afrique. Oui, le 25 mai est célébré sur le continent la journée de l'intégration africaine, une commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, ancêtre de l'Union africaine. C'était le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie. À l'époque, donc, l'Organisation panafricaine naissante avait pour objectif de réunir les 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance, mais aussi d'aider les autres à se défaire du joug colonial. La journée donc du 25 mai, selon la charte de l'OUA, a pour but de souligner symboliquement la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité entre les États africains. Qui mieux que les hommes et les femmes qui ont choisi de vivre en dehors de leur pays pour mesurer cette valeur symbolique de la journée. Pays de tradition migratoire, le Mali compte, selon les chiffres non officiels, pas moins de 5 millions de ses ressortissants à travers le monde. Près de 80% d'entre eux vivent justement sur le continent africain et tous de leur pays d'accueil contribuent pleinement au développement de la mère patrie. Clin d'œil à l'occasion donc de la journée de l'Afrique. Habib Silla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président donc du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 25 mai donc, journée de l'Afrique. Elle représente quoi pour vous cette journée? Merci, permettez-moi de dire gloire éternelle à l'Afrique et surtout à la diaspora malienne en particulier, diaspora africaine en général. C'est une journée mémorable. Bon, je crois que tous les Africains sont appropriés par ceux qui nous ont précédés. En tout cas, je citerai surtout, puisque c'était au moment du président Modibo Keïta, qui a été, qui a fait partie, en tout cas des rédacteurs de la charte. Et Alpha Oumar Konaré est venu quand même ériger une tour, dédiée donc à l'Afrique. Donc c'est vous dire que pour nous Maliens surtout, l'Afrique, cette journée est mémorable. D'une part et d'autre part, vous avez vu qu'elle n'est pas fériée dans tout le pays. Mais nous avons fait de ces journées une journée fériée au Mali qui officiellement fait partie des fêtes, des jours fériés dans notre pays. Et avec tout ce que les accords et en tout cas les coopérations que nous avons avec l'ensemble du pays, que nous respectons aussi, hein. Donc ça veut dire que c'est un grand jour. Alors, et les autorités maliennes rappellent souvent que le Mali, dans sa constitution, a mis quelque part que nous sommes prêts à faire des associations avec d'autres États qui peuvent entraîner abandon partiel ou total de notre souveraineté pour l'intégration africaine. Qu'est-ce que vous pensez quand même de cette situation? Oui, c'est une bonne chose. C'est le titre 9 même de la constitution. C'est encore prouvé une fois de plus que nous sommes toujours fidèles à nos engagements. Donc vraiment, nous ne pouvons que saluer les autorités par rapport à cela, en souhaitant que cela soit réciproque, hein, par rapport aussi aux autres pays. Lorsqu'on va jusqu'à renoncer ou à être prêt à renoncer à une partie ou même l'intégralité de sa souveraineté pour une cause, ça veut dire que cette cause est importante. Alors, l'Organisation de l'Unité africaine, il se dit que c'était la première tentative sincère de rapprocher les peuples d'Afrique et les États africains. Est-ce que, de votre point de vue, on a avancé un peu dans cette direction depuis? Bien, une question pertinente. Moi, je dirais que les peuples, oui. Mais les politiques, vraiment, ça fait quand même une difficulté. Parce que si nous voyons, en tout cas au XXe siècle, XXIe siècle, où jusqu'à maintenant certains pays traitent les ressortissants des autres pays, bon, ça veut dire que pour eux, je crois que cette union n'est que je qualifie de façade. Mais étant un Malien établi à l'extérieur, je connais la façon et surtout les degrés dans lesquels nous sommes intégrés dans les pays où nous résidons. Donc vraiment, ces populations autochtones vraiment acceptent de vivre en symbiose, puisque partout nous sommes la preuve, nous vivons avec les ressortissants des autres pays et en bonne intelligence, nous vivons avec aussi les autochtones. Mais malheureusement, bon, comme les gouvernements passent, vous savez, chaque régime a sa politique en tout cas, mais là-bas, vraiment, il y a un problème. Alors, on va parler de ce sujet-là concrètement, mais depuis l'OUA est devenue UA, est-ce que, de votre point de vue, cette organisation, elle est quand même toujours utile? Elle joue un rôle efficace? Bon, rôle efficace, ça c'est mitigé. Hein. Pour moi, le rôle qu'elle joue est mitigé parce que la preuve, nous sommes mieux placés à savoir l'apport avec toutes les difficultés que nous sommes. Pour moi, hein, ça n'engage que moi.
C'est une organisation qui vient toujours, qui fait toujours médecin après le décès, hein, qui aujourd'hui ne se voit que dans les condamnations. Si vraiment il y a une situation politique par rapport à certains États, à tort ou à raison, c'est les condamnations. Donc moi je crois qu'il est mieux prévenir que de guérir. Hein. Il était mieux, je crois, que de procéder autrement. Bon, je ne dirais pas que elle a survécu. Est-ce que c'est parce que les hommes qui ont changé, les mentalités ont changé, mais en tout cas, les fondateurs avaient attaché beaucoup d'importance à cela. Mais pour moi, vraiment, il y a une régression. Pour moi. Alors, vous faisiez tout à l'heure la différence entre cette intégration des peuples, cette intégration des États. On se rappelle, hein, lors des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO, on a vu un énorme élan de solidarité en faveur de notre pays, élan donc de solidarité de la part de beaucoup de peuples africains. Qu'est-ce que cette situation vous a inspiré en son temps? Oui, non, on était très touchés par rapport vraiment au soutien que ces peuples, dans leur quasi-majorité, nous a apporté. Mais en tout cas, par rapport au gouvernement, c'est autre chose. Et c'est là où vraiment le bas blesse. Donc nous avons été touchés, effectivement, l'engouement, mais je peux dire que quelque part, on a été abandonnés par nous-mêmes, par les politiques. Ça, quand même, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que nous avons suivi pratiquement depuis 2012, mais nous avons vu les contributions qui sont faites par les collègues, c'est appliqué pour ressortir en tout cas les sanctions. Ça, on les voit, mais nous remercions en tout cas les peuples africains, hein, donc qui vraiment dans leur ensemble nous ont soutenus. Parce que partout nos compatriotes étaient établis, malgré quelques difficultés de mésentente entre les politiques, mais les peuples ont vécu en parfaite intelligence. Alors, venons-en à l'intégration des communautés africaines sur le sol africain. On sait bien que le Mali abrite beaucoup de communautés africaines d'ailleurs, qui sont très intégrées. Peut-on en dire autant des Maliens qui vivent à l'extérieur, notamment sur le continent africain? Bon, là encore où je vais revenir sur le même mot, c'est mitigé parce que de passage, j'ai dit bonne fête à notre ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, qui essaye quand même de se débattre pour faire appliquer certaines règles. Je le félicite de passage, c'est sa journée aujourd'hui. Donc vraiment, pour nous, le Mali, moi je pense que le Mali est exemplaire. Hein. Vraiment, le Mali reste à respecter à la lettre tout ce qui a été décidé lors de la création de cette union. La preuve, au Mali, on ne sait pas qui est malien, qui est étranger. Chacun se sent chez soi. Ce mot n'existe pas, les mots étrangers n'existent pas chez nous. Donc, par contre, nous qui vivons ailleurs, vraiment, je crois qu'on va revenir. Certains pays, vous avez vu comment on est traité. Alors, je pense qu'on peut dire que sur ce plan-là, ce n'est pas agréable. Vous faites allusion, par exemple, à la Tunisie ces derniers temps? Absolument, pas seulement à Tunisie, l'Afrique du Nord. Bon, il faut ajouter à la balle d'Algérie, il faut ajouter aussi la Libye, où nos compatriotes vivent des situations très difficiles, malgré tous les accords qu'on a avec ces pays, vraiment les ambassades des uns et les autres. Bon, mais malgré tout ça, vous avez vu à chaque fois qu'il y a une petite crise, souvent inventée, pour nous malmener. Bon, donc vous voyez que ça ne fait pas vraiment un bon exemple. Je parle de la Tunisie. Vous avez vu avec quelle violence on a rapatrié les Africains là-bas, et dans un pays africain. Comment voulez-vous que les autres nous respectent par rapport à cela? Heureusement qu'ils n'ont pas suivi les pas. Les autres, vous comprenez, regardez, suivez mon regard. Et en Libye, bon, c'est vrai que ce pays, il est en difficulté. C'est vrai, mais quand même, il y a une autorité qui existe. Mais nos compatriotes, en tout cas les peuples africains, ont beaucoup souffert là-bas. Bon, l'Algérie aussi, vraiment, il y a des expulsions tous les jours. Je ne pense pas qu'un Algérien distingué au Mali ou un Tunisien. Nous n'avons pas fait la réciprocité. Il faut saluer, en tout cas, nos autorités et aussi vraiment les compatriotes qui, malgré ont vu leurs fils, leurs frères, leurs sœurs, c'est traité comme inhumainement, mais ils n'ont pas imposé la réciprocité, ils ont accepté. Donc pour moi, ça c'est au XXIe siècle, c'est des choses qui ne devaient pas exister. Mais on a l'impression quand même que vous êtes paradoxalement silencieux quand il y a ce genre de situation. Mais non, nous ne sommes pas silencieux. Vous savez,
Souvent, quand ces genre de situation arrive, la force du Haut Conseil, en fait, c'est que nous avons des démembrements. Et on se met au travail. Les ambassades et consulats, quand même, peuvent témoigner le rôle que nous jouons. Vous savez, l'État du Mali, en tout cas, nous avons aujourd'hui quand même notre diplomatie agressive, puisque avant, pendant la création, on était combien? Aujourd'hui, nous sommes représentés dans pratiquement beaucoup de pays. Et heureusement que donc, le Haut Conseil existe. Parce que les ambassades n'ont pas de filets sociaux, donc quand il s'agit de cas sociaux, et vous voyez, ils font appel au Haut Conseil qui prend en charge. Je ne pense pas qu'un ambassadeur ou un consul va me démentir sur cela. Alors donc ça nous permet. Vous avez vu que le cas de Tunisie, c'est nous qui regroupons. L'ambassade d'abord, les ambassades au niveau du personnel. Vous savez, c'est très limité. Bon, non seulement, et puis qu'ils ont des exigences qu'ils sont obligés de respecter. Alors, par contre, les Maliens, eux, ils peuvent jouer d'autres rôles. Donc, ça leur permet de regrouper, de faire face à toutes ces situations. Bon, pendant ce temps, est-ce qu'il faut trop bavarder parce qu'il y a toujours des compatriotes ou il faut le faire avec calme et nous aider, rassembler au niveau des ambassades. Remercions aussi les autorités qui prennent le relais une fois que le regroupement est fait. Tout de suite, en tout cas le gouvernement, surtout le gouvernement de la transition, immédiatement, affecte les moyens nécessaires pour faire parvenir tout ce qui veut revenir. Donc vous voyez que quand tu as ta main gauche quelque part, elle est attachée, ta main droite est libre, fais attention. Donc on ne peut pas sortir, raconter certaines choses, mais... Vous êtes présent. Voilà, nous sommes présents et nous agissons vraiment avec sagesse et vraiment et surtout avec patriotisme. Alors, Monsieur le Président, il y a ceux aussi qui mettent des mois, des années sans arriver à destination, coincés quelque part dans le désert, victimes de passeurs. Nous parlons là d'immigration illégale. Hein. Qu'est-ce que cette situation vous inspire? Que nous condamnons fermement, et les autorités de notre pays et nous-mêmes, nous condamnons cette pratique. Vous savez, moi, si les compatriotes m'entendaient, aujourd'hui, ils ne vont même pas prendre tous ces risques. Parce que notre pays, nous avons un pays immense, immensement riche d'ailleurs. Le temps que nous faisons à l'extérieur, qu'on consacre pour faire différents métiers, si on le fait dans notre pays, on peut réussir aussi. Mais vous n'êtes pas peut-être le mieux placé pour dire aux Maliens de ne pas partir. Vous qui êtes parti. Merci beaucoup. Je suis d'une part bien placé et mal placé en même temps. Parce que quand je leur dis, c'est que c'est le vécu que je leur dis. Mais d'autres peuvent comprendre autrement. Mais tu vois, tu as réussi ta vie et tu viens nous dire de ne pas partir. Vous voyez, donc c'est ambigu cette situation. Mais seulement quand cela ne tienne. Ça ne nous empêche pas quand même de les décourager pour que vraiment ils empruntent des voies légales pour ne pas risquer leur vie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui empruntent le couloir Niger vers l'Algérie pour essayer d'aller en tout cas vers surtout l'Europe, c'est par l'Italie que tout le monde cherche à aller. Mais vous savez, on a tellement perdu des compatriotes, on en a besoin de ces jeunes qu'on perd là-bas. Heureusement que le Mali a fait un effort avec... en tout cas l'OIM, qui, à chaque fois qu'on a des gens regroupés quelque part, immédiatement, ils sont rapatriés vers le Mali. Et ça, il faut saluer cette décision. Le reste, les autres, malheureusement, avant même d'arriver à destination, soit les passeurs les abandonnent en plein désert, et soit à l'arrivée, ils sont cooptés par les autorités de l'immigration, et ils vivent des situations très difficiles. Nous, par exemple, au Conseil, vous avez vu, on a essayé de travailler avec les Italiens, donc vraiment qui sont chez nous. Donc la coopération, en tout cas, on peut appeler ça entre nous et Tamat, entre nous et les Italiens. Ils viennent, ils nous donnent des éléments et puis on recrute les Maliens qui veulent aller régulièrement. Donc ils apprennent d'abord les cours ici, l'italien, le minimum, avant de partir. Récemment, on vient de donner les diplômes à près d'une centaine. Et puis, donc, arrivé en Italie, déjà, ils ont les Yatigui qui sont là-bas, qui les attendent. Mais ça, ce n'est pas assez pour tous ceux qui veulent aller. Quand, à chaque fois, comme on est logé dans la même enceinte, à chaque fois que je vois les jeunes qui reviennent, même hier, c'est l'arrivage qui est... Mais c'est des jeunes, tous ont moins de 20 ans. On a besoin de cette jeunesse ici, dans notre pays. Aucun pays ne se développe pour les machines. Parce que nous, quand nous partons aussi, nous participons au développement économique et social de ces pays. Donc, si nous restons,
effectivement, nous allons aussi faire autant. Donc vous dites aux jeunes aujourd'hui, ne partez pas. De ne pas aller parce que ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, chaque pays a ses difficultés. Les petits métiers, en tout cas, il n'y a pas de petits métiers pour nous, Maliens. Donc, quand nous arrivons, nous sommes prêts à tout faire. Mais ça, ce que nous faisons là-bas, ce qu'on faisait là-bas aujourd'hui, est fait par les citoyens aussi de là-bas. Parce que la difficulté fait que chacun cherche comment vivre. Donc, ils partent là-bas. Donc, les autochtones ont quasiment occupé tous les secteurs plus facilement qu'au-dessus de 72. En 72, il y a des choses que les pays dans lesquels nous sommes établis, on est à l'époque, n'acceptaient pas de faire ou ne connaissaient pas. Mais nous, on a développé ça, mais ils ont vu. Aujourd'hui, c'est normal qu'ils récupèrent. Alors, donc, ça s'est rétréci. Et je crois que, franchement, si nos jeunes comprenaient, le mieux, c'est d'essayer de rester, essayer de voir avec ce qu'on nous propose les autorités dans d'autres domaines, l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, etc. Bon, je crois que nous pouvons faire cela. Les Maliens établis hors du pays qui contribuent de façon significative, on l'a toujours rappelé, au développement du pays. Comment est-ce que les Maliens se portent aujourd'hui à travers le monde? On sait que le monde a traversé le Covid, on sait qu'il y a la guerre en Ukraine, donc il y a beaucoup de facteurs qui compliquent beaucoup de choses. Comment se portent les Maliens de l'extérieur aujourd'hui? Il faut saluer leur courage. D'autres sont dans le froid, où ça neige même. D'autres sont dans des chaleurs. D'autres, comme vous le savez, vivent dans des conditions très difficiles. Mais je vous assure qu'ils sont braves. Nos compatriotes sont braves malgré tout ça. Je crois que si vous voyez, on donne les chiffres de leur contribution annuelle, ça veut dire que ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas acquis dans des chambres ou dans des lits où on est reposé. Non, c'est un travail très dur qu'ils font et ils n'oublient pas le pays d'origine. Je crois que s'il y a la paix sociale, une partie en tout cas, c'est grâce à leur contribution. Parce que si l'homme a faim, il n'a plus d'honneur. Et chaque Malien de l'extérieur, son objectif numéro 1, c'est je vais nourrir ma famille qui est restée derrière moi. Et ça aussi, ça apaise le climat social, n'est-ce pas? Donc il faut les saluer. Bon, ils vivent tant bien que mal, mais je salue leur courage. Ils tirent leur épingle de jeu en trouvant quand même à chaque fois le minimum, le nécessaire pour honorer le Mali de par leur comportement, d'une part, et la contribution qu'ils font aussi à leurs parents et à notre pays, d'autre part. Alors on parle de centaines de milliards comme contribution, mais est-ce qu'à cause des difficultés conjoncturelles, à cause de la situation de crise que le monde entier connaît aujourd'hui, cette contribution est un peu à la baisse ou considérez qu'elle est intacte? Non, je ne pense pas. Au contraire, si on essaie de faire peut-être la part, elle est en hausse malgré, vous avez touché la crise de Covid-19 et beaucoup d'autres difficultés. Mais malgré cela, aucun Malien n'accepte d'abandonner. Peut-être lui, il peut vivre là-bas malheureux, mais il ne va jamais abandonner ses parents pour une vie meilleure par rapport à lui-même. Donc, puisque la vie, ça avance en augmentant, donc ils savent que les difficultés aujourd'hui, au niveau de pouvoir d'achat, c'est-à-dire au niveau de prix qui ont grimpé par rapport à ce que vous connaissez, la guerre de l'Ukraine, de la Russie, a fait en sorte que les produits ont monté partout. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que ceux qui payaient leurs parents peut-être un sac de riz à 14 000 il y a longtemps, ils sont obligés de continuer de payer à 16 000 ou plus. Ça, c'est obligatoire. Et donc, ça veut dire pour moi, puisqu'ils continuent de suivre le rythme de notre vie ici, eh bien, il faut les saluer. Donc, ça veut dire si on essaie de revoir, pour moi, ça a augmenté. Alors, de gros efforts donc pour nourrir les familles, pour contribuer à l'épanouissement donc des familles sur place ici. Mais qu'en est-il pour l'investissement des Maliens de l'extérieur au Mali? Est-ce qu'on fait des progrès dans ce sens? Bon, voilà, ça c'est là où le bas blesse. En tout cas, nous, le gouvernement aussi, en tout cas notre ministre, pas notre ministre, disons l'ensemble des autorités ont mis l'accent sur vraiment comment faire en sorte que cette manne financière qui est importante puisse être orientée vers des projets vraiment porteurs, des projets de développement, afin de permettre aussi à ceux qui l'envoient de revenir un jour quand ils vont être peut-être à l'approche de la retraite. Donc ils peuvent venir, donc c'est pourquoi il faut orienter ça vers les produits, donc vers les secteurs de développement. Aujourd'hui, le 80% c'est le secteur social.
Chacun s'occupe de ses parents, ou bien bon, c'est vrai, on dit bon, le minimum que je dois mettre mes parents dans des conditions. On était au village, maintenant il faut approcher les capitales, la vie c'est autre chose. Bon, c'est vrai, donc les dépenses ne font qu'augmenter, mais seulement, il ne faut pas oublier que pendant qu'on est bien portant, on a l'âge, la faveur de l'âge pour travailler, que la retraite va vous rattraper. Et si on n'a pas fait des projets vraiment de développement, je crois que ça va être difficile parce qu'une fois que tu n'es plus actif, tu n'as plus rien. Donc nous sommes en train de sensibiliser les gens. Même le gouvernement, d'ailleurs, l'autre jour, ils ont fait un effort par rapport à ceux qui veulent, en tout cas, faire des entreprises ici. Donc aujourd'hui, même en ligne, le guichet de la diaspora, guichet unique de la diaspora. Donc vous pouvez, même en ligne, vous procurer en tout cas des documents nécessaires. Donc tout ça, c'est pour inciter nos compatriotes à venir ouvrir, pourquoi pas, des PMI, petites et moyennes entreprises, PME, petites et moyennes industries, PMI, PME, et puis même c'est ensemble pour essayer de marcher. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font, les quelques industries qui sont là. C'est des anciens aussi, des Maliens de l'extérieur. Peut-être au début, c'est des Maliens extérieurs, mais ils ont mis ça. À un moment donné, on ne les compte plus comme Maliens de l'extérieur, mais ils ont réussi. Et aujourd'hui, ils font la beauté, en tout cas, de notre pays. Monsieur le Président, parmi les problèmes majeurs que rencontraient les Maliens de l'extérieur, il y a ceux concernant les pièces, les documents d'identification, la carte NINA notamment. On passe désormais à une carte biométrique sécurisée. Fin du problème ou début d'un autre problème? Bon, en tout cas, début de joie. Début de joie parce que la carte NINA nous a causé beaucoup de problèmes. Et Dieu merci, l'arrivée de la transition. Ils ont au moins écouté, ils nous ont prêté une oreille attentive à tous nos cris de cœur. Et ils ont réfléchi. Et maintenant, ce projet donc, de carte biométrique est devenu réalité. Donc, on est en train de l'expérimenter. Tout le monde ne l'a pas pour le moment. Mais en tout cas, c'est enclenché. Et on est en train de voir, on l'a mis à la disposition des ambassades et consulats. Donc tout le monde court vers ça pour l'obtention de cette carte qui va certainement nous sortir de ces problèmes de carte NINA. C'est pourquoi vous entendez moins le bruit des cartes NINA. Et ils ont trouvé en tout cas un décret dérogatoire pour essayer de résoudre le problème des noms et des dates où il y avait à l'époque sur la carte NINA, où ça posait un problème. Bon, ils ont trouvé aussi une solution à cela. Donc vraiment bienvenue à la carte biométrie et merci aux autorités de la transition. L'actualité du moment, c'est bien évidemment ce processus de vulgarisation en cours de la nouvelle constitution. Quel rôle est-ce que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur joue dans le processus? Merci, un grand rôle. Permettez-moi aussi de passage de saluer le gouvernement, les autorités de notre pays, parce que, vous savez, les Maliens ne votent que pendant les présidentielles. Les autres élections, nous ne faisons pas partie. Et aujourd'hui, avec ce projet qu'on voulait par rapport aux avantages qu'on a acquis là-dedans, puisqu'on avait participé aux ANER, donc le gouvernement a autorisé, en tout cas, tout le monde, tous les Maliens de voter. Ça, c'est un avantage. Donc aujourd'hui, si quelqu'un ne vote pas, c'est de sa faute, puisque les passeports, les cartes consulaires, les cartes de NINA, même le permis, tu peux aller voter. Donc vraiment, nous souhaitons que tous les compatriotes s'approprient de cette constitution qu'on avait tant besoin. Vous savez, bon, depuis quand même 92, la preuve, tous les différents régimes ont tenté vraiment de modifier celle qui est en cours. Mais Dieu merci, on n'a pas pu. On a eu beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, le projet, il est là, validé par le président, en tout cas de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc nous nous reconnaissons dans ce projet. Et je vous promets, je vous dis que je ne fais pas, puisque la campagne n'est pas ouverte, mais je souhaite, puis toute la partie combien de fois importante qui a été réservée aux Maliens de l'extérieur, je crois que tout le monde doit sortir massivement avec les moyens que je vous ai cités. Donc personne ne doit rester sans sortir et voter. Mais est-ce que vous êtes impliqué dans la vulgarisation et comment est-ce que vous faites concrètement? Ce que moi, en vous parlant, nous avons essayé avec vous voyez, beaucoup de Maliens ont ça. C'est vrai que tout le monde n'en a pas. Mais en tout cas, nos compatriotes, à l'aide
vraiment de partager le contenu. Je crois que par rapport à tout, je n'ai pas parlé avec tous les Maliens, mais je dis que la majorité... Quand vous dites malien, vous parlez malien de l'extérieur. Malien de l'extérieur, oui, malien de l'extérieur, moi c'est pourquoi je suis là. Donc la quasi presque totalité est là-dedans, parce qu'il y a quand même 3 articles ou 4 qui nous concernent. L'article 46 nous concerne. Il y a l'article 96, l'article 97. Donc ces articles nous concernent. Alors, donc dans la constitution actuelle, c'était l'article 102, 110, où les Maliens de l'extérieur ne pouvaient accéder qu'au Sénat, j'ai dit au Sénat, c'est pas encore le Sénat, au Conseil des collectivités. Absolument. Et au Conseil économique social. Alors aujourd'hui, vous savez, quand la transition est venue, pour quand même le remercier, lorsqu'ils ont composé le CNT, donc ils ont dit, Maliens de l'extérieur, vous avez le droit, venez amener vraiment vos représentants. Donc on était tellement surpris, agréablement surpris, on a immédiatement envoyé, et on a eu quand même, le Haut Conseil a eu 5 représentants, donc ça avait au moins 7, aujourd'hui plus d'autres qu'à nous, en tout cas, il y a plus d'une dizaine. Alors on s'est dit, bon, est-ce que la Constitution va prendre en compte pour valider cela? Et Dieu merci, dans l'article 96, ils ont validé cela. Donc nous ne pouvons que remercier. Pourquoi n'est pas alors? C'est qu'on cherche depuis 32 ans, on l'a obtenu. Pourquoi nous aussi ne pas retourner aussi notre reconnaissance auprès de cette Constitution? Donc pour moi, je demanderais à tous les Maliens extérieurs de se propier. Mais il y a un article qui gêne pour eux, pour ceux qui n'ont pas compris, l'article 46. 46, le début de polémique sur la renonciation à une nationalité pour être président de la République. Pour être président de la République. Mais quand vous allez essayer de voir, vous allez féliciter cet article, vous félicitez toutes les parties prenantes pour la rédaction de cette Constitution. Et encore, saluer cette Constitution qui est typiquement malienne. Mais pourquoi vous dites que si on examine bien, on va saluer parce que les Maliens de l'extérieur estiment que ça les prive quand même... Oui. C'est-à-dire que bon, si tu n'es pas d'accord de quelque chose, tu fais une proposition. Pour eux, la proposition que certains d'entre eux qui ne sont pas d'accord, c'est d'attendre que le candidat soit élu pour renoncer à une nationalité. Alors, pour moi, c'est un manque de compréhension. Parce que vous savez, je suis détenteur aussi d'une double nationalité. Mais je sais combien de temps il faut pour avoir une nationalité étrangère. C'est un long processus. Alors aussi, s'il est question que vous voulez, en tout cas, renoncer à cette nationalité, ça veut dire que c'est aussi un processus, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on comprenne que lorsqu'un candidat est élu, le président en exercice sortant, n'est-ce pas? Il y a un délai quand même constitutionnel pour que lui, le nouveau élu prenne le pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir. Alors, est-ce que si on attend que l'élu demande de renoncer à sa nationalité, vous pouvez imaginer le temps que ça prend? Moi, peut-être j'ai fait plus de 5-10 ans, il y en a qui ont pour obtenir. Et aussi pour renoncer, ça prend du temps. Alors, donc, il risque d'avoir un vide. Et c'est dangereux. Donc, c'est impossible qu'un président qui est élu, un candidat qui est élu, attende qu'on valide tout ça. Ça dépend des procédures de chaque pays. Et c'est long. Alors qu'il y a le contrainte qui est là, où le président sortant doit lui céder la place. Alors, donc, ça veut dire qu'on doit attendre que le nouveau élu puisse faire tout ça. Donc, pour moi, je trouve ça compliqué. Donc, vous estimez qu'on peut bien faire cet effort quand... J'estime que lorsqu'on aime le Mali, oui, n'est-ce pas? Quand on aime sa patrie. On privilégie. Il y a eu des exemples. Je vais vous citer un, s'il vous plaît. Je citerai l'exemple d'un ancien président de Pérou, qu'on appelait Fujimori, qui avait la nationalité japonaise et péruvienne. Mais lorsqu'il a fini son aventure à la tête de l'État, est-ce que vous savez que puisque là-bas, leur constitution, c'est 1 mois après, les poursuites peuvent être engagées si le président sortant a des démêlés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fait la passation, monsieur a pris ses clics et sa claque, il est parti au Japon. Alors, arrivé là-bas, tac, comme il est citoyen japonais, et lorsque maintenant le Pérou, les autres ont dit, attention, il faut qu'on le rappelle, alors
Le Japon, ils ont dit au Japon, mandat de ramener, le Japon dit, mais on ne peut pas extrader, ne peut pas extrader un citoyen japonais. Donc vous voyez que le problème que ça pose, donc c'est vous dire que dans la vie, il faut savoir, M. Konaté, il faut savoir le choix. Les fonctions du président de la République, c'est sacré. Alors donc quand vous décidez de prendre les destinées du pays, il faut que vraiment vous acceptez certains sacrifices. Nous sommes tous les fils du Mali, beaucoup d'entre nous. Moi, jusqu'à mes enfants, nous avons tous double nationalité. Mais je dirais à mon enfant, écoute, si tu décides vraiment d'avoir l'aventure de briguer le mandat, en tout cas à la présidence de la République, il faut donc décider, un Malien tout court, parce que les autres, ce n'est pas la double nationalité, il n'y a pas de double nationalité. Et je dis que quand on veut grandir, on imite toujours un grand. Et il faut savoir comment le grand l'a fait, comment il se comporte. Vous essayez de vous comporter comme ça pour grandir comme lui. Alors, comme tous, nous voulons être comme certains par rapport au niveau développement, au niveau de notre, en tout cas, vivre social. Et puis, je crois que notre démocratie doit être solide. Donc, il faut voir comment les autres font. Donc, pour moi, vraiment, cette constitution, j'appelle à tous les Maliens électoraux de le voter. Alors je le dirais de le voter oui. Et je remercie le gouvernement, c'est vrai, ils ont envoyé certains missionnaires, des ministres, pas les moindres, dans nos bases. J'ai instruit partout de le recevoir, ces ministres et les apporter toute, en tout cas, l'assistance nécessaire, de les écouter. Et écouter en long et en large. C'est vrai, vu le temps, ils ne pourront pas faire tous les pays. Alors je souhaite que ces compatriotes sortent comme un seul homme, les accueillir, écouter tout ce qu'ils n'ont pas pu comprendre, parce qu'ils sont en train de le vulgariser. Pour le moment, ils ne partent pas pour la campagne, mais ils sont en train de vulgariser, de les expliquer le contenu de cette constitution qui n'a laissé personne, les autorités traditionnelles. C'est-à-dire tout le monde est pris en compte dans cette constitution. Je ne pense pas qu'il y a mieux. Moi, j'ai même posé la question. J'ai dit, est-ce qu'ils ont parti de 2 articles? Est-ce qu'ils ont pensé que cette constitution est même immodifiable? Parce qu'aujourd'hui, elle correspond vraiment à ce que tous les Maliens ont souhaité et tout ce que nous voulons que le Mali devienne. Donc je pense qu'il faut saisir l'occasion parce que c'est donné à tout le monde. Il n'y a que nous qui pouvons valider cette constitution. Et je souhaite que vraiment les Maliens sortent pour faire leur devoir civique au moment venu et puis de s'acquitter de cela en votant et surtout en votant utile. Alors, on espère que votre message est passé, M. Sylla. Nous vous remercions. Je l'espère aussi. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Kodal. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.